Bienvenue dans cette exploration fascinante des secrets cachés de la France pendant la guerre de 30 ans. Ce conflit, qui a ravagé l'Europe pendant 3 décennies, a souvent été perçu à travers le prisme des champs de bataille et des traités. Mais derrière ces événements publics se cachait un monde d'intrigues, de machinations politiques et de stratégies complexes où la France jouait un rôle bien plus profond et complexe qu'il n'y paraît. Préparez-vous à découvrir des faits peu connus et des mystères intrigants sur cette période tumultueuse de l'histoire. Nous allons plonger dans les archives, déchiffrer les codes diplomatiques et explorer les motivations cachées des dirigeants français, révélant ainsi le rôle crucial, mais souvent méconnu, de la France dans ce conflit majeur. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage captivant à travers les couloirs du pouvoir, des champs de bataille aux salons feutrés où se jouait le destin de nations entières. Préparez-vous à être surpris, car la vérité, comme nous allons le découvrir, est souvent bien plus étrange que la fiction. Au cœur du XVIIe siècle, la guerre de 30 ans embrase l'Europe. Richelieu, ministre de Louis XIII, voit une chance d'affaiblir les Habsbourg. Officiellement, la France catholique ne peut soutenir les princes protestants. Richelieu finance secrètement leurs ennemis. Des agents français attisent la rébellion. L'objectif est clair, affaiblir les Habsbourg sans guerre ouverte. Chaque victoire protestante est une victoire pour la France. Richelieu est prêt à tout pour la suprématie française. Alors que la guerre de 30 ans s'enlise, la France, sous l'égide de Richelieu, se retrouve dans une position paradoxale. Fervent défenseur du catholicisme en France, le cardinal n'hésite pas à s'allier avec des puissances protestantes pour contrer l'influence des Habsbourg. Ces alliances contre nature sont un témoignage de la pragmatique diplomatie française. L'exemple le plus frappant est l'alliance conclue avec la Suède de Gustave Adolphe, champion du protestantisme. Cette union improbable, scellée par le traité de Berwald en 1631, envoie une onde de choc à travers l'Europe. Le roi de France, fils aîné de l'Église, finance une armée protestante lancée à la conquête de l'Allemagne catholique. La puissance militaire suédoise, soutenue par l'or français, inflige de lourdes défaites aux armées impériales. La France, sans combattre directement, affaiblit son ennemi juré. Dans le labyrinthe obscur de la guerre de 30 ans, la France ne se contente pas de jouer la carte des alliances. Pour prendre l'avantage, elle tisse également une toile d'espionnage d'une ampleur et d'une efficacité redoutables. Des agents secrets, maîtres du déguisement et de la manipulation, s'infiltrent dans les cours européennes, devenant les yeux et les oreilles de la France. Ces espions, issus de tous les milieux, parlent plusieurs langues, manient l'intrigue avec aisance et se fondent dans la masse. Ils se cachent parmi les serviteurs, les marchands, les artistes, observant, écoutant, notant chaque détail susceptible d'intéresser leurs commanditaires. Leurs missions sont aussi variées que dangereuses. Ils dérobent dans des documents confidentiels, identifient les traîtres, colportent de fausses informations pour semer la discorde chez l'ennemi. Le père Joseph, éminence grise de Richelieu, supervise ce réseau d'espionnage. Grâce à un système de codes complexes et de courriers secrets, les informations transitent des 4 coins de l'Europe vers le bureau du cardinal. Chapitre 4. La bataille de Rocroi. Le 19 mai 1643, l'air frais du printemps et lourde tension sur les plaines de Rocroi. 2 armées se font face, les tercios espagnols et l'armée française, commandée par le jeune duc d'Enghien. La bataille de Rocroi est un choc de titans, symbolisant le déclin espagnol et l'ascension française. Dès l'aube, le fracas des canons et les cris des soldats déchirent le silence. Les tercios espagnols résistent avec acharnement aux assauts français. La bataille fait rage, indécise et sanglante. Le duc d'Enghien lance sa cavalerie dans une charge dévastatrice. Les lignes espagnoles sont enfoncées, la panique gagne leur rang. La victoire de Rocroi brise le mythe de l'invincibilité espagnole. Chapitre 5. Les négociations secrètes. Alors que la guerre de 30 ans entre dans sa 2e décennie, la France, malgré ses succès militaires, prend conscience de l'impossibilité d'imposer seule sa volonté à l'Europe. La diplomatie, art subtil de la négociation et de la persuasion, devient alors une arme aussi importante que l'épée. Dans les coulisses du pouvoir, loin des champs de bataille, s'engage une autre guerre, celle des mots et des traités. Des diplomates chevronnés, véritables virtuoses de l'intrigue, s'affairent à tisser des alliances,
à apaiser les rancœurs et à trouver un terrain d'entente entre des ennemis irréconciliables. La France, grâce à son réseau d'ambassadeurs et d'émissaires présents dans toutes les cours européennes, joue un rôle de premier plan dans ces négociations. Ces négociations, souvent secrètes et menées à l'abri des regards indiscrets, sont d'une complexité infernale. L'objectif de la France est clair, mettre fin à ce conflit qui dévaste l'Europe depuis trop longtemps, tout en s'assurant des gains territoriaux et diplomatiques. Chapitre 6. Les financements occultes. La guerre est un ogre insatiable, dévorant hommes et ressources avec une voracité effrayante. Pour financer ses ambitions et celles de ses alliés dans la guerre de 30 ans, la France doit faire preuve d'ingéniosité et recourir à des méthodes peu orthodoxes. C'est ainsi que naît un système de financements occultes, un labyrinthe de prêts, de dons et de manipulations financières destiné à alimenter la machine de guerre. Loin des yeux du public et des instances officielles, la France finance en secret des factions rebelles au sein du Saint-Empire, leur fournissant les moyens de poursuivre la lutte contre les Habsbourg. Des fortunes considérables sont acheminées clandestinement vers l'Allemagne, transitant par des réseaux de banquiers et de marchands complices. Grâce à ces manœuvres financières audacieuses, la France parvient à maintenir la pression sur ses ennemis, affaiblissant l'empire des Habsbourg de l'intérieur. La guerre de 30 ans n'est pas seulement un conflit sanglant, c'est aussi un véritable laboratoire d'innovation militaire. La France, toujours à la pointe du progrès, se distingue par son génie tactique et ses armes révolutionnaires qui vont bouleverser l'art de la guerre. Sous l'impulsion du cardinal de Richelieu, puis de son successeur Mazarin, la France modernise son armée en profondeur. L'infanterie, équipée du fusil à mèche et de la baïonnette, gagne en mobilité et en puissance de feu. L'artillerie, plus légère et plus précise, se révèle dévastatrice contre les formations ennemies. Vauban, génie incontesté de son temps, révolutionne l'architecture militaire avec ses fortifications imprenables qui protégeront les frontières du royaume pendant des siècles. Ces innovations militaires vont donner un avantage décisif à la France sur les champs de bataille. La guerre de 30 ans a laissé des cicatrices profondes sur l'économie française. Le coût des campagnes militaires et l'entretien de l'armée ont épuisé les finances royales. Les impôts ont lourdement pesé sur la population, surtout les paysans. Colbert met en place une politique mercantiliste pour redresser l'économie. Des manufactures royales sont créées pour stimuler la production nationale. Au sortir de la guerre de 30 ans, la France, forte de ses victoires militaires et de son influence grandissante, entend bien jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction de l'Europe. C'est l'heure de la diplomatie, de la négociation et de la construction d'un nouvel ordre européen plus stable et plus équilibré. La France de Louis XIV, guidée par des diplomates hors pair comme Hugues de Lionne et François de Calière, mène une politique extérieure ambitieuse et impitoyable. Elle multiplie les alliances, les traités et les congrès, s'imposant comme l'arbitre des relations internationales. Le traité des Pyrénées, en 1659, qui met fin au conflit avec l'Espagne, consacre la suprématie française. La France obtient de vastes territoires et s'impose comme la principale puissance de l'Europe continentale. La cour de Versailles, avec son faste et son raffinement, devient le centre de la diplomatie européenne, un lieu où l'on se presse pour obtenir les faveurs du roi Soleil. La diplomatie française de cette époque, c'est un savant mélange de réalisme cynique et d'idéalisme mesuré. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les secrets cachés de la France pendant la guerre de 30 ans. Nous avons découvert ensemble comment, derrière les batailles et les traités, se jouait une partie d'échecs diplomatiques et stratégiques d'une complexité fascinante. La France, par ses alliances saugrenues, ses réseaux d'espionnage, ses innovations militaires et sa diplomatie impitoyable, a su tirer son épingle du jeu de ce conflit dévastateur. Elle en est sortie transformée, affirmée comme une grande puissance européenne, prête à dominer le siècle à venir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu fascinant sur l'histoire. À bientôt pour de nouvelles découvertes.